L'aspect symbolique de débaptiser des rues est une manière de poser la question politique. Est-il normal qu'en 2019, aujourd'hui, nous ayons encore des rues qui portent des noms d'assassins, des noms de personnes qui ont été acteurs de génocide, des noms qui sont le symbole de torture et de barbarie? Le simple fait qu'il n'y ait pas eu de débaptisation de ces rues souligne que ça ne disparaîtra pas tout seul. S'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, s'il n'y a pas de mobilisation collective, eh bien, nos politiques continueront à garder ces rues. Il y a maintenant près de 4 décennies, par ce qui était à l'époque le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, il suffit de lire les textes de l'époque pour se rendre compte de quoi. Eux ont pris la mesure de ce qu'était l'héritage colonial. Eux ont décidé de construire leur stratégie à partir de ces images, de ces représentations, de ces préjugés qui sont hérités de l'histoire. Et eux ont décidé, c'est écrit tel quel dans leur texte, ce qu'ils appellent un gramscisme de droite. Bruno Maigret disait, il y a maintenant près de 30 ans, nous devons imposer nos mots, nous devons imposer nos raisonnements, nous devons imposer nos thèmes, nous devons imposer nos priorités dans l'agenda. Et effectivement, lorsque l'islamophobie devient le thème principal des débats télévisés, alors même qu'on n'a jamais connu une paupérisation comme aujourd'hui, une précarisation comme aujourd'hui, une répression des mouvements sociaux comme aujourd'hui, c'est un indicateur que l'extrême droite est en train de gagner la bataille pour l'hégémonie culturelle et que ces thématiques-là ont imprégné, imbibé une partie de la gauche, une partie de ceux qui devraient s'y opposer. Il n'y a plus le choix, où nous sommes capables de décoloniser, où ce terreau sur lequel l'extrême droite construit sa stratégie gagnera. Et c'est dire l'ampleur de la décolonisation des esprits qu'il nous reste à faire. Rebaptiser des rues, ça n'est qu'une première étape. Une cinquantaine de sans-papiers, un 18 mars 1996, décident d'investir l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement. Cet acte marque la volonté de sortir de l'invisibilité. Rapidement, près de 200 autres sans-papiers les rejoignent et sont expulsés par la police 4 jours après dans une relative indifférence publique. Cette occupation, elle va durer 8 semaines, avec l'accord du curé Henri Coindé et avec poursuite des célébrations religieuses. En se rendant ainsi visibles, les sans-papiers occupent et imposent une mise à l'agenda de cette question qui se résume à l'organisation étatique d'un marché du travail sans aucun droit. Des personnalités s'expriment pour apporter leur soutien aux revendications des occupants. La solidarité matérielle s'organise. Les prises de position des organisations politiques, syndicales et associatives se multiplient. Le 23 août, à 7h30 du matin, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, envoie plus de 500 gardes mobiles, 500 policiers, 480 CRS pour déloger violemment hommes, femmes et enfants. À coups de hache, de bélier et de merlin, les occupants sont évacués avec une violence inouïe. 220 sans-papiers, 68 enfants sont incarcérés au centre de rétention de Vincennes, réalisant ainsi une des rafles les plus importantes de la décennie 60 et la guerre d'Algérie. Les manifestations massives de solidarité qui s'ensuivent soulignent que seule la lutte et la visibilité politique permettent de faire avancer nos revendications. La lutte des Saint-Bernard met surtout en exergue l'importance de la lutte des premiers concernés. Elle sera un véritable acte de naissance du mouvement des sans-papiers, avec la création de plusieurs dizaines de comités de sans-papiers dans toute la France. Nous rebaptisons aujourd'hui officiellement cette place du nom « Place de la lutte des sans-papiers ». Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes les grévistes des Chronopos. On est là-bas depuis le 11 juin. 4 mois maintenant, on est là-bas. Donc, pour la revendication de nos droits, quoi. Nous travaillons là-bas, nous sommes des sans-papiers. Ils nous ont exploités, mais ils ont refusé de nous régulariser. Donc, nous aussi, on a décidé d'arrêter les boulots, de faire grève, d'occuper les lits en même temps. Depuis le 11, on était là-bas. Tout d'abord, on a commencé à l'intérieur de leur site. 2 semaines après, il y a eu des procès, donc les juges nous ont évacués de sortir. On est resté à la porte. 4 mois maintenant, on est là-bas, rien n'a changé. On est tapé toutes les portes, c'est fermé. Parce qu'on a compris que c'est leur complicité, quoi. Parce que nous, on est venu là-bas par une boîte d'intérim qui s'appelle Mission Intérim à Corbeil-Essonnes. Mais les donneurs d'ordre, c'est Chronopos, une filiale de la Poste qui appartient à l'État.
Donc on va dire que c'est l'État même qui nous a exploités. Mais ils ont refusé de nous régulariser. Nous sommes des sans-papiers. Ils s'est profité pour nous exploiter, quoi, en fait. Donc on travaillait là-bas sous alliance avec les papiers de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas travaillé là-bas avec notre propre nom. Donc on est là-bas, trentaine de personnes. On a fait la revendication. Ils ont refusé, ils ont démenti qu'on n'a pas travaillé. Nous, on a les fiches de paie, on a des contrats, on a des missions. Chaque semaine, mission qui nous envoie pour la confirmation de la semaine, on a tout ça dans les portables avec nous. Mais avec tout ça, ils ont démenti carrément qu'on n'a pas travaillé. On a pris des photos, on a fait des vidéos, beaucoup de choses. On a beaucoup de preuves avec nous, mais avec tout ça, ils ont démenti qu'on n'a pas travaillé. Donc nous, on demande à l'État, parce que c'est un filiale de la Poste, ça appartient à l'État. On demande à Mission Intérim, on demande à des Richebourg de prendre leurs responsabilités pour nous régulariser. Nous, on est là-bas, c'est eux qui nous ont exploités. On est parti à Mission Intérim pour chercher nos concordances. Les policiers sont venus pour nous évacuer. Donc, ils nous ont demandé de sortir. On est parti à la préfecture. Le préfet nous a demandé d'amener des preuves. On a dit que c'est eux-mêmes qui nous empêchaient de ne pas avoir des preuves. Parce que nous, on est parti chercher des concordances. Les policiers sont venus nous a demandé de sortir. Donc, comment est-ce que nous, on peut avoir des preuves? On ne peut pas avoir de preuves. Donc, nous, on est là-bas, on a dit qu'on est déterminés jusqu'au bout. Nous, on ne va pas lâcher. Nos Shibaniya et Shibani sont le symbole de la poursuite du traitement d'exception coloniale au sein de l'Hexagone. Elles et ils furent considérés comme de la seule force de travail que l'on espérait renvoyer au pays après les avoir surexploités. En dépit de l'exclusion de nombreux droits, ils furent capables de mener des luttes impressionnantes, comme celle des foyers Sonacotra, de l'automobile et plus largement des luttes des OS de la décennie 70, cantonnés dans les emplois les plus dangereux, les plus sous-payés et les plus nocifs pour la santé. Ils ont été la partie la plus importante des statistiques des décès au travail et des accidents du travail, des maladies professionnelles, etc. Ils arrivent, en plus de cela, à l'âge de la retraite, avec des revenus de misère, du fait de l'absence de progression professionnelle au cours de leur carrière. Oui, nos parents furent des géants. Pour cette raison, nous rebaptisons cette rue pour nos Shibaniya et Shibani. Honneur et dignité. Bravo! On a vu des déclarations d'un Zemmour, on a vu la Convention nationale de la droite diffuser son venin islamophobe, on a vu malheureusement des gens se disant de gauche reprendre certaines de ces thématiques. Bref, nous sommes dans un contexte dans lequel nous vivons une montée impressionnante des discours et des actes islamophobes. Pour bien en prendre la mesure et en saisir les conséquences possibles, il faut l'inscrire dans l'histoire. Il faut se poser la question, comment se fait-il que de tels discours soient possibles aujourd'hui et puissent influencer une partie de l'opinion publique? Une des raisons qui amène malheureusement une partie de ceux qui devraient s'y opposer à ne pas le faire, c'est tout simplement la prégnance d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre d'imaginaires, d'un espace mental qui date de la période coloniale et qui n'a jamais été déconstruit. On a cru que le silence allait faire disparaître ces idées. Or, nous le savons, les sciences sociales l'ont démontré depuis très longtemps. Lorsque des représentations sociales, des préjugés, des stéréotypes ne sont pas déconstruits, combattus, ils se reproduisent à la faveur des moments de fragilisation d'une société. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est important donc de prendre en compte toute cette période coloniale et ses conséquences. Prendre en compte ce qu'a été la séquence coloniale dans l'histoire contemporaine, c'est prendre en compte à la fois ce qu'elle a produit là-bas et ce qu'elle a produit ici. Frantz Fanon
un auteur qu'il faut absolument remettre à l'étude et qu'on devrait étudier dans toutes nos écoles. Frantz Fanon a été le premier à démontrer que pour que l'esclavage et la colonisation soient possibles, il fallait à tout prix non seulement de la violence, mais il fallait également insuffler à la fois un complexe d'infériorité du côté des peuples esclavagisés et colonisés et un complexe de supériorité du côté des peuples des pays colonisateurs. Et il suffit de regarder l'ampleur de la campagne des 18e et 19e siècles ici pour se rendre compte que ces idées-là ne peuvent pas disparaître tout seules. Si nous ne les faisons pas disparaître, elles perdureront et elles se reproduiront. Par l'intermédiaire des programmes scolaires, par l'intermédiaire des cartes postales, par l'intermédiaire des chansons, par l'intermédiaire des blagues, par l'intermédiaire des images publicitaires, ont été diffusées des images du noir, de l'arabe, du musulman, qui encore aujourd'hui ont malheureusement une vigueur extrêmement importante. Le nom de cette rue fait en référence à Charles Liénard de l'Olive, qui débarqua en juin 1835 sur l'île avec 554 personnes. Comme dans de nombreux autres endroits, ils sont accueillis par les indigènes qui les aident à s'installer. Comme partout ailleurs, ils répondent à cet accueil par la violence pour confisquer les terres et se les approprier. L'horreur que cette rue rend à l'esclavage et à la colonisation dure scandaleusement depuis 1875. Jusqu'en 2011, cette horreur est explicite puisque la rue s'appelle rue Charles Liénard de l'Olive. En octobre 2011, le Conseil de Paris décide de la renommer rue de l'Olive pour masquer l'origine coloniale de l'appellation sans la faire disparaître. Nous ne voulons pas de ces changements de façade qui refusent de prendre à bras-corps le corps, la nécessaire et urgente décolonisation de nos espaces publics. Rue du 17 octobre 1961, nous rebaptisons cette rue du nom du massacre colonial qui s'est déroulé dans les rues parisiennes le 17 octobre 1961. Ce jour-là, les Algériennes et les Algériens défilaient pacifiquement à l'appel du FLN pour soutenir l'indépendance de leur pays et contre le couvre-feu raciste décrété par le préfet de police Maurice Papon. Ils sont au total 50 000 à commencer leur manifestation pacifique. Les femmes lancent des you-you et les hommes crient des slogans « Indépendance, Algérie, algérienne, Taha, Tahia, Zazaïr », « Vive le FLN », etc. La police reçoit l'ordre de tirer et un véritable massacre commence. Nous savons que ce sont plus de 200 personnes qui sont assassinées le 17 octobre et les jours suivants. Alors que la version officielle du gouvernement français n'en reconnaît que 2. Le 17 octobre, ce sont 11 518 personnes qui sont internées et 1856 supplémentaires le lendemain. Les centres d'internement sont le lieu des sévices systématiques. De nombreux morts, le 17 octobre, sont décédés suite aux tortures dans ces centres et en particulier dans la cour de la préfecture de police. Ce massacre d'État n'est aujourd'hui pas reconnu comme tel. Rebaptiser cette rue au nom du 17 octobre 1961, c'est pour nous rappeler qu'on ne tourne pas une page d'histoire sans l'avoir lue jusqu'au bout. Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour rebaptiser le nom de toutes ces rues. Je tiens à remercier le FEIQP. Depuis que mon petit frère est décédé, on est un soutien quand même énorme.
Farid et toute l'équipe, Saïd. Et aujourd'hui, moi je suis présent aujourd'hui pour rebaptiser la rue de Tanger au nom de mon petit frère qui a été assassiné par la police, parce qu'il ne faut plus appeler ça des bavures. Parce qu'une bavure, moi je pense que c'est peut-être une fois ou deux fois dans l'année, mais aujourd'hui c'est régulier. Nos frères se font assassiner par la police et les institutions françaises les couvrent. Et ils sont prêts à mentir, à nous déshumaniser et à salir la victime après. Mais après avoir tué mon frère, il y a l'autre système qui s'est mis en place. Ils ont pris mon frère, ils l'ont ramené juste à côté d'ici, à la rue Boisière. Ils ont déposé mon petit frère Sozix à l'hôpital. Après avoir déposé mon petit frère Sozix à l'hôpital, ils ont le préfet de Seine-Saint-Denis a appelé le maire de notre ville 11 heures après pour lui expliquer que comme quoi Gaye a été tué. Et ce maire-là n'a pas eu la force d'appeler la famille. Ils ont appelé une association culturelle de notre ville, comme on est des confessions musulmanes. Et ce président-là non plus n'a pas eu le courage et la force de nous dire qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Et il a appelé un ami à Gaye. Et moi, quand j'ai été prévenu que mon petit frère a un problème avec la police et ses amis sont partis au commissariat qui sont proches de chez nous, parce que ça ne s'est pas passé en Seine-et-Marne, ça s'est passé dans le 93 comme d'habitude. Et ces policiers-là, aujourd'hui, sont couverts par l'État, par les institutions. Et aujourd'hui, on se doit de se battre pour que ça cesse. Parce que la vie d'un Noir ou d'un Arabe ou d'un Rome ou d'un gens du voyage vaut quelque chose. Nos parents ne nous ont pas ramenés ici au monde pour qu'on puisse se faire assassiner par la police et que ces policiers-là ne soient pas inquiétés. La France se permet de donner des leçons de morale aux autres pays, de toujours salir les autres, mais elle ne balaye jamais devant sa porte. J'attends rien de la justice française. Avec tous les morts qu'il y a eu, les policiers ne sont jamais condamnés. Avec tous les morts qu'il y a eu en France, ces policiers-là peuvent rentrer chez eux, dormir tranquillement, mais derrière, c'est des familles entières qu'on détruit. Et ça, c'est inadmissible parce que la France est soi-disant des pays des droits de l'homme. Mais la peine de mort, elle a été abolie pour certaines personnes, mais pas pour nous, malheureusement. Quand c'est nous qui commettons peut-être des fautes, normalement, ces policiers-là sont censés nous protéger. Parce qu'il y a écrit gardien de la paix. Non, c'est pas des gardiens de la paix. C'est des personnes qui sont violents aujourd'hui, qui tuent, qui blessent, qui mutilent. Et la preuve, elle est là aujourd'hui avec tous les mouvements qui se passent aujourd'hui. Même les pompiers, le 15 octobre, ont été massacrés par cette police. Nous rebaptisons cette rue du nom de Gaye Camara, un symbole des crimes policiers. Ce jeune homme de 26 ans est blessé par des tirs policiers à Épinay-sur-Seine alors qu'il est au volant de son véhicule le 16 janvier 2018. Les policiers ont tiré à 8 reprises alors qu'il n'y avait aucune menace, aucune infraction, aucun délit et aucun crime. Bien sûr, et comme d'habitude, les policiers plaident sur la légitime défense en affirmant qu'ils ont été contraints de tirer car la voiture aurait tenté de passer en force. Malgré des témoignages de nombreux habitants du quartier démentant la version policière, les policiers n'ont même pas été placés en garde à vue. La mort de Gaye Camara s'ajoute à des dizaines d'autres s'étant déroulées avec des scénarios et des acteurs similaires. Du côté du scénario, ce sont à chaque fois des scènes de contrôle policier ou de course-poursuite. Et du côté des victimes, ce sont toujours des mêmes profils, des jeunes noirs, des jeunes arabes issus des quartiers populaires. Du côté des versions policières, c'est aussi toujours la même rengaine, de la légitime défense. Aujourd'hui, nous rebaptisons cette rue en rue Gaye Camara, car c'est pour nous non seulement un moyen de rendre hommage aux victimes, mais aussi de souligner l'importance du combat des familles pour la justice et la vérité. Force à eux. Ça n'est pas par universalisme que vous avez dans les grandes villes françaises des quartiers dans lesquels sont regroupés à quelques centaines de mètres des rues Tanger, rue d'Alger, rue de l'Indochine, etc. Ça date d'une circulaire de 1868 du gouvernement s'adressant à tous les maires de France et soulignant l'importance d'avoir des quartiers dans lesquels tout l'empire colonial français soit représenté. Et c'était indiqué tel quel pour créer la fierté nationale. Nous avons choisi de débaptiser la rue du Maroc parce qu'elle fait partie de cette pratique courante au XIXe siècle de commémorer les batailles et guerres coloniales en leur attribuant des noms de rues. Et nous avons décidé de la rebaptiser rue de la lutte contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits
parce que l'islamophobie n'est malheureusement plus en France un danger, mais elle est devenue une réalité prégnante de la société française, d'une partie importante de sa classe politique, qu'elle se dise de droite ou de gauche, de ses médias de masse. L'islamophobie prend le masque d'un racisme respectable en se développant au prétexte d'émanciper les femmes, de combattre le communautarisme, de stopper la radicalisation, de défendre la laïcité. La loi de 2004 interdisant le port du foulard à l'école constitue une véritable boîte de Pandore de laquelle surgit régulièrement de nouvelles attaques contre les musulmans de France qui enracinent dangereusement l'idée d'un ennemi de l'intérieur à combattre par tous les moyens. Oui, l'islamophobie aujourd'hui en France est l'équivalent de ce qu'était l'antisémitisme dans la société française fragilisée des années 30. Comprendre les leçons de l'histoire, c'est refuser cette logique et agir maintenant pour ne pas avoir les mêmes conséquences demain. Noirs, Arabes, Roms et musulmans, nous sommes tous noirs, Arabes, Roms et musulmans. Nous sommes tous noirs, Arabes, Roms et musulmans. Donc nous voici arrivés place de Joinville, que nous choisissons de renommer place Ismaël Abdelkader. Le jeune Ismaël Abdelkader est un des multiples symboles des crimes racistes qui endeuillent nos quartiers populaires régulièrement. Ce jeune de 25 ans disparaît de sa ville de Morhange en 2006. Le corps ne sera retrouvé qu'en 2012, après un témoignage révélant qu'un jeune de la région se vante d'avoir enterré un corps dans le jardin de son grand-père. Le squelette est effectivement retrouvé dans ce jardin du grand-père, qui est un ancien gendarme à la retraite, avec une carte vitale au nom d'Ismaël. Le petit-fils du gendarme avoue rapidement avoir enterré le corps, mais affirme qu'Ismaël est mort d'une overdose. L'enquête est confiée aux anciens collègues du grand-père et débouche bien sûr sur un non-lieu en 2014, en dépit du fait que les examens toxicologiques démentent la mort par overdose. La famille continue son combat pour une réouverture de l'enquête et pour que justice et vérité soient faites.